Isabel Herman. She very recently, in December 2015, completed her PhD, congratulations, entitled Green Power, Does Ecological Art Have a Measurable Social Impact? And it was under the direction of Philippe Dagen at the Sorbonne. And she will be presenting today on her thesis research on greenwashing and green guerrilla. And I'll just hand the floor directly to you. Merci beaucoup. Grand merci tout d'abord à Marion, Annelise et Viviane d'avoir sélectionné ma proposition de communication. Je suis ravie d'intervenir ce soir parmi vous. Donc, comme l'a dit Annelise, j'ai consacré ma thèse à l'étude des travaux des pionniers en art écologique, c'est-à-dire les artistes qui s'intéressaient à une nature envisagée comme écosystème et dont l'homme fait partie. Et j'ai croisé très tôt la problématique du financement et de son impact sur la forme de l'art écologique, en analysant le travail d'un artiste qui est considéré comme l'un des pionniers de la réhabilitation de sites, c'est-à-dire Robert Smithson, qui est plus connu pour être un acteur majeur du land art. En effet, après avoir produit quelques œuvres dans le paysage, il s'engage dès 1971 dans la réhabilitation de sites et s'appuie sur une loi de 71 qui oblige de manière coercitive les industriels à réhabiliter les sites miniers qu'ils ont mis à mal par leur exploitation. Donc on va se poser la question, est-ce que ce mode de financement entrepreneurial va l'inciter à revirer de stratégies plastiques? D'autres artistes, en contrepoint, s'engagent dans l'art écologique, mais se plaignent très rapidement d'un défaut de soutien des institutions. À l'exemple, par exemple, de Nicolas Uriburu sur la scène de Buenos Aires, il s'engage, lui, dans une action qui tente à éviter le déboisement de la ville de Buenos Aires, et également à en dénoncer la pollution. Et est obligé de se tourner vers des soutiens privés, voire de financer lui-même ses opérations. Voilà, et ces œuvres et contextes historiques seront mis en relation avec les œuvres qui ont été produites à l'occasion tout récemment de la COP 21 dans l'espace public. Là, quelques pièces ont été financées et destinées à illustrer cet événement politique. Alors, au niveau des exemples historiques, donc tout d'abord, quelques œuvres de Robert Smithson avant la loi de 1971. On peut, par exemple, évoquer une œuvre implantée à proximité de Rome en 1969 qui s'appelle Asphalt Rundum. Donc là, l'artiste a décidé de déverser du goudron dans une carrière abandonnée. Ce geste de déversement est réitéré, cette fois-ci à Vancouver, et c'est de la colle que l'artiste a décidé de déverser dans le paysage. Un projet qui n'a pas abouti, on verra pourquoi. Island of Broken Glass. Donc là, il envisageait d'acheter une île au large de Vancouver, une île totalement recouverte de rochers, et d'y déverser des tessons de bouteilles. Et il envisageait, c'était un principe qui lui tenait très à cœur, d'évoquer le principe de l'entropie, donc de la lente dégradation des organismes. Donc là, le verre se serait transformé en sable très rapidement. Et là, c'est Greenpeace qui enraye le projet. En effet, l'île aurait été vouée à un avenir de stérilité. Et en plus, il aurait fait obstacle à la migration des oiseaux. Donc ces 4 premières propositions sont révélatrices, sinon d'un mépris, au moins d'une indifférence à l'égard de l'écosystème. On va voir, après 1971, quelles sont les propositions que l'artiste fait. Là, on a encore Spiral Jetty, je l'ai mis pour illustrer donc sa plus célèbre œuvre, donc c'est une spirale jetée dans le lac, et qui fait 450 mètres de long. Il a choisi cet emplacement spécifiquement pour ses qualités chromatiques. En effet, l'eau du lac est rouge. C'est dû à la dégradation de mollusques qu'il contient. Et pour réaliser cette œuvre, je n'ai pas retrouvé les photos, mais ça a nécessité beaucoup d'engins de chantier et le paysage a été bouleversé. C'est seulement avec Broken Circle Spiral Hill que l'artiste emporte l'adhésion des institutions et du public.
Elle opère une rupture dans son travail. Elle est considérée comme la première réhabilitation de site, en raison notamment de sa localisation sur un ancien site industriel désaffecté. Et à partir de 1972, et se basant sur la loi de 1971, et pendant 2 ans jusqu'à son décès, il va démarcher universités et compagnies minières en vue de l'implantation de ces projets. Alors, cette perspective de financement a-t-elle un impact? Oui, on l'a vu. Il n'est plus question ici de déversement de colle ou d'intervention d'engins de chantier. Et est-ce qu'on va essayer de dégager, à travers l'analyse de ses écrits, quelles a été les motivations de son intervention? Quand il revient sur Spiral Jetty, donc il se souvient, comme je l'ai dit, de son choix d'intervention au Great Salt Lake, guidé par sa spécificité chromatique. La même année que la loi sur la réhabilitation, il annonce l'aveuglement des industriels et il offre l'alternative d'une intervention de l'artiste, envisagée comme un médiateur. Son dernier texte qu'il a produit à l'université, c'était à l'université de l'Ohio, il a donc exposé son projet Big Man Copper Mining Pit et il a appelé encore une fois une collaboration entre artistes et industriels. Voilà. Donc il recherche des financements pour ces projets qui effectivement sont hors d'échelle et nécessitent beaucoup de moyens financiers. Alors quel est le résultat de ces démarches? Il est décédé 2 ans après. Malheureusement, il n'a pas rencontré l'adhésion des industriels parce que ces projets, comme on le voit, ne respectent pas le cahier des charges législatif qui était de convertir ces sites en zones de divertissement. Lui n'aurait fait qu'il n'a pas d'effet réparateur sur le paysage. Et pour d'autres critiques d'art, Smithson n'aurait pas de conscience environnementale. C'est vrai que si on peut mettre ces œuvres-là et son discours en perspective avec les premiers travaux qu'il a entrepris, il pourrait être taxé d'opportuniste. Et en plus, d'après certains critiques, un financement entrepreneurial et industriel serait incompatible avec l'idée d'un art préoccupé d'écologie. Cette réception critique chaotique est révélatrice des résistances que rencontrent certains artistes lorsqu'ils s'emparent d'un sujet de société, finançable par l'État ou par des industriels. Et on peut montrer que cette réception critique est révélatrice également des liens tumultueux entre sponsoring entrepreneurial et sauvegarde de l'environnement. On a pu le taxer de greenwashing. Il déguisait ses projets qui n'auraient pas changé en termes d'intervention de moyens et de bouleversement dans le paysage. On va rester maintenant aux États-Unis également, mais étudier le travail de Liz Christie. Donc on est en 1970, pendant une période de crise économique. Beaucoup de propriétaires fonciers abandonnent pour défaut d'entretien leur immobilier et l'abandonnent à la mairie. La mairie n'a malheureusement pas plus les moyens de l'entretenir, d'où se créent des terrains vagues dans le centre de New York qui sont rapidement grillagés. Dans ce contexte, donc c'est une artiste peintre, Liz Christie. J'ai dû faire un truc. Tiens. Suivant. Voilà. Merci. Avec quelques amis, elle conçoit des bomb seeds, donc des petites boules de terreau qui contiennent des graines, et les jette de jour comme de nuit sur ces terrains. Donc ces bombes libéreront leurs graines et restitueront les terrains vagues à l'usage du voisinage. Et elle crée ainsi en 1973 le premier jardin communautaire. Donc là, on se situe entre performance artistique et activisme. On a une plastique activiste, le geste de jeter des bombes, et un registre sémantique activiste. On parle de green guérilla, de bombardement et de bombes de graines. Il est pourtant appliqué à un geste plutôt poétique, c'est-à-dire non violent, planter des fleurs et les activités qui sont organisées autour de ces lâchers, comme des ateliers ou des expérimentations de plantation, confirment que c'est un signe de protestation pacifique.
Elle prend d'ailleurs soin de ne pas enfreindre la loi. Par exemple, elle n'occupe pas ces terrains vagues de manière sauvage, mais obtient un bail de la municipalité moyennant 1 euro symbolique. Et quant au financement, en fait, elle s'applique très tôt à obtenir du sponsoring de la part d'entreprises et également appel aux dons. On peut d'ailleurs toujours à New York laisser des chèques à l'ordre des guerrillos verts. C'est un gros succès donc, dans le public et ça a une portée historique également. On connaît maintenant le succès des jardins communautaires. Voilà, donc là c'est un geste de guérilla mais qui est quand même encadré et qui n'a pas qui n'a pas enfreint la loi. Par contre, on peut avoir un autre exemple d'artiste activiste et guérilleros. Donc c'est Nicolas Uriburu que j'avais évoqué dans l'introduction. Lui s'expose à des sanctions administratives. Donc le cas de l'arbre à Buenos Aires le préoccupe. Par exemple, il s'envisage comme un artiste citoyen. Il publie, par exemple, en tant qu'artiste, dans les colonnes d'un quotidien de Buenos Aires, des lettres ouvertes pour s'opposer aux militaires qui, pour dégager la vue sur des places et sur des monuments commémoratifs, envisagent de déboiser les places. En 1982, il forme un nouveau projet qui sera de longue haleine, c'est de reboiser l'avenue du 9 juillet, la plus longue de Buenos Aires. Là, il obtient un soutien de l'administration. Il lui donne l'autorisation de le faire et lui fournissent des plans. J'ai pu le rencontrer en 2014 et je lui ai demandé s'il était toujours soutenu financièrement. Et il m'a répondu clairement par la négative. Je le cite, « L'État ne donne rien, je bénéficie exclusivement de financements privés que je trouve par moi-même. » Ça peut être des donations de pépinières ou, par exemple, il m'a raconté qu'il avait obtenu du financement de la part des Rolling Stones qui étaient de passage à Buenos Aires. Donc il se sent abandonné, il se sent, m'a-t-il dit, comme un Superman qui revêt sa cape pour dénoncer ses atteintes à la qualité de vie dans la ville. Et il va trouver une solution plastique très originale. On le verra tout à l'heure, en s'alliant à Greenpeace. Il s'occupe également, je vais passer rapidement, à la pollution des eaux. Par exemple, là, en marge de la Biennale de Venise, qui révèle toujours un tempérament un peu guérilleros, donc sans autorisation, très tôt le matin, pour éviter de rencontrer les forces police qui étaient très actives à cette époque-là. Il déverse dans l'eau de la fluorescéine, c'est difficile à prononcer, qui teinte l'eau en vert. Donc c'est assez spectaculaire. Et il s'est fait immédiatement arrêter. D'ailleurs, c'est récurrent dans son cursus. Il s'est fait arrêter donc à Venise. Il a été taxé de la deuxième plus grave offense au Royaume-Uni, l'offense à l'Empire britannique, le plus grave après l'offense à la reine. Et à Paris également, la brigade fluviale l'a arrêté. Donc ces obstacles financiers et administratifs l'incitent à prendre contact avec Greenpeace. Donc c'est une occurrence très originale puisque Greenpeace a toujours refusé de collaborer avec des artistes. Et là, on va voir que la symbiose s'est bien opérée. Ils ont mené 4 projets communs à Buenos Aires. Je vais vous en citer un, le projet Yagarte. Le Yagarte est une espèce de jaguar en voie de disparition par l'implantation d'un gazoduc transandin. Donc ici, on voit bien que on a développé une esthétique de banderole typique de Greenpeace. Donc elle a été réalisée par Buenos Aires. Et également pour Utopia del Bicentenario. Voilà, là, les activistes de Greenpeace, qui mettent alors à la disposition de l'artiste leurs forces humaines et leur soutien financier, se rallient au geste de coloration que Uriburu avait initié dans les années 70. Voilà, donc on voit des points de contact. Donc, ils se passent tous les deux ONG comme artistes d'autorisation. Ils occupent des lieux publics emblématiques et ont tous les deux confiance de l'impact visuel d'une performance artistique ou activiste pour être relayée dans les médias. Donc le manque de financement de l'artiste entraîne ici une collaboration originale et inédite. Donc, et on peut rapprocher ça avec Liz Christie aussi, une espèce d'esthétique de la guérilla.
en vue d'assurer une diffusion dans les médias. On peut mettre en perspective, donc là j'avais aussi une petite photo, voilà l'esthétique des banderoles qui avait été reprise par les deux, et également Uriburu, on peut voir des photos de Greenpeace où les activistes sont recouverts de boue, etc. Et lui s'est recouvert le visage avec la fluorescéine. Alors, on peut mettre en comparaison ces œuvres avec celles produites dans l'espace public au moment de COP21, comme par exemple Ice Watch d'Olafur Eliasson, qui a été produite donc place du Panthéon plutôt que place de la République, puisque suite aux événements, l'inauguration a été décalée. Donc là, on a affaire à 12 blocs de glace qui pèsent chacun 100 tonnes et qui ont été disposés en cercle, place du Panthéon, pour signifier, pour représenter ou rendre sensible l'horloge du réchauffement climatique. Donc, dans les communiqués de presse, heure après heure, le public ne pouvait que constater, impuissant, la fonte inéluctable de la glace. Alors, on peut discuter sur la pertinence de cette œuvre. Elle est peut-être littérale. Dans le corpus que j'ai vérifié, il y avait souvent le coup du bloc de glace qui fond pour signifier le réchauffement climatique. Puis en plus, il peut y avoir une petite incohérence puisque ces blocs étaient importés de l'Arctique. Michael Pinsky, un artiste écossais, lui, s'est attaché l'assistance de 50 agents et plongeurs des services des canaux de Paris, et il a repêché du canal de l'Ourcq une quarantaine d'objets qu'il a ensuite exposés dans un environnement sonore et lumineux. Donc j'étais un petit peu inquiète parce que c'est aussi un gimmick de ressortir des éléments de pollution pour les exposer au public. Et en fait, bon, là on a l'image de presse, il y a mes images à moi qui sont un petit peu moins belles. Voilà. Ce qui était amusant, alors c'était assez poétique puisque ça fait de la sédimentation, les objets sont corrodés et usés. Ce qui est amusant de constater, c'est que la majorité des objets c'était des Vélib, donc qui sont censés éviter la pollution dans Paris et qui sont retrouvés en nombre dans le canal. Voilà, mais on peut quand même constater que ces œuvres sont sages et ne peuvent pas provoquer l'intervention de forces de police par rapport à nos artistes activistes. On a également une jeune scène de l'art écologique qui présente des caractéristiques originales, qui s'inscrivent dans des dynamiques pluridisciplinaires. En effet, les artistes travaillent en collaboration avec des institutions publiques, des scientifiques ou des entreprises. Et elles sont organisées au sein de structures associatives qui sont souvent largement financées par l'État, à hauteur de 70%, selon les statistiques de l'association Call. Donc, j'ai pris comme exemple, j'ai choisi Laurent Tixador, qui a élaboré une démarche extrême dans l'économie de moyens, et qu'on peut mettre en contrepoint avec les blocs de glace, par exemple, importés du Grand Nord. Lui, il apprécie le cadre et le travail que Call lui a procuré, mais il préfère rester indépendant. Et c'est une position qui est partagée par de nombreux jeunes artistes qui se préoccupent d'écologie. Je le cite, j'ai une conversation téléphonique avec lui le 28 août 2015. « Je suis artiste, je ne peux pas rester totalement à la marge du milieu de l'art et des institutions culturelles, mais en tout cas, je peux dire que je sais travailler sans argent. Je peux faire les choses illégalement, en pirate. Je sais arriver sur place et faire en fonction des éléments qui sont présents. » Donc lui, comme on peut le voir à l'image, produit des architectures transitoires avec très très peu de moyens, puisqu'il n'utilise que des engins, enfin des instruments archaïques, et on peut le voir sur le tronc d'arbre. Donc rien que de scie un tronc d'arbre au moyen d'éléments archaïques est très compliqué. Il ne veut pas déranger la nature avec ses tentatives d'implantation d'habitat dans la nature. Voilà. Pour conclure, donc, l'écologie est un sujet d'actualité à la croisée d'enjeux politiques et sociétaux. Donc, est-ce qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour un art plus turbulent? Dans la lignée de certaines actions des pionniers du thème, eh bien, on peut au moins constater que ces gestes initiaux sont relayés aujourd'hui dans l'espace public. On a vu que Lise Christie et ses jardins communautaires ont une grande fortune. Et également, tout récemment, alors ça c'est... Voilà. En fait, il a envisagé de se mettre tout nu dans les bois et de survivre dans la forêt de Chamarande. Et donc, le premier réflexe qu'il a eu, il m'a raconté, c'était de prendre un pull et de se fabriquer un pagne.
Voilà, donc Greenpeace, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la COP 21, la place de l'Étoile a été verdie. Après, il ne s'agit pas d'un cours d'eau, mais ça reprend tout de même le geste plastique de Nicolas Uriburu. Et également, beaucoup plus récemment, on peut le mettre en perspective avec la photo de Venise en 1969, une action syndicale a relayé ce geste en avril 2015, tout récemment, dans le but de rendre visible ce qui est invisible, la pollution, en déversant dans plusieurs rivières françaises la fluorécéine que Uriburu employait en 1968. Voilà, je vous remercie.